à tous. Merci à mes collègues pour leurs différentes interventions. C'était très intéressant. C'est pas facile de passer après vous deux. Bon, l'avantage, c'est que je passe sur un sujet totalement différent, donc je vais pas trop souffrir de la comparaison. Moi, je vais m'intéresser à... Alors, j'interviens auprès de l'ISTO sur plusieurs sujets, la formation, la modification du contrat de travail, le télétravail, la rémunération, aussi les nouvelles formes d'emploi. On m'a dit que j'avais pas 3h30 avec vous, donc j'ai fait un peu détail et donc je vais aborder avec vous la modification du contrat de travail et le télétravail parce que j'ai trouvé des arrêts qui étaient assez intéressants et puis aussi qui intervenaient dans le cadre d'une jurisprudence qui était en cours d'évolution. Donc, c'était pas mal d'intervenir dessus à mes yeux. Donc, je vais commencer par la modification du contrat de travail. Et dans la modification du contrat de travail, je vais aborder le motif économique et j'ai trouvé un arrêt assez intéressant sur l'articulation entre la Convention collective nationale du sport et la modification du contrat de travail qui peut aussi être élargie à autre chose. Donc pour commencer, le motif économique, pour rappel, lorsque la modification repose sur un motif économique, il faut que ce motif économique, ce soit des difficultés économiques, soit des mutations technologiques. Et dans ces cas-là, il y a un formalisme imposé. Le salarié doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il a un délai d'un mois ou 15 jours dans un cadre spécifique. Et s'il ne répond pas, on part du principe qu'il a accepté la modification. Donc nous, dans un premier temps, on va aller justement s'intéresser à ce motif et surtout cette information du salarié. Donc dans cet arrêt, enfin dans plusieurs de ces arrêts de 2023, comme il y en a plusieurs, je ne vais pas reprendre les différents faits. Je vais me concentrer sur la procédure que l'employeur doit suivre. Et je vais vous présenter les trois espèces une par une parce qu'en fait, elles s'articulent les unes avec les autres. Donc, dans la première espèce que je vais vous afficher juste après, le juge rappelle que l'employeur a une obligation d'information vis-à-vis du salarié et cette information doit permettre au salarié de pouvoir prendre sa décision en ayant toutes les informations nécessaires. On pourrait parler de faire un choix éclairé d'une certaine manière. Donc, je ne vais pas relire l'espèce, j'enverrai le support, donc après, vous pourrez vous y référer. Deuxième espèce. Alors là, l'idée, c'est de dire que pour que la procédure qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire que le salarié a un certain temps pour répondre et s'il ne répond pas, il est présumé avoir accepté la modification, pour que cette procédure spécifique s'applique, il faut que le motif économique soit le même que le motif pour un licenciement pour motif économique. Et ces motifs sont rappelés à l'article L1233-3 du Code du travail. Il y a une formation à l'ISTO sur le licenciement pour motif économique, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Mais en tout cas, ça signifie qu'il faut que l'employeur puisse faire prouver soit des difficultés économiques, soit des mutations technologiques, soit une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, soit la cessation d'activité de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on comprend, c'est que le salarié doit être informé et que le motif économique, c'est pas n'importe quel type de motif non plus. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je voudrais qu'on lise ensemble cette espèce-là, puisque là, finalement, on se rend compte que le juge a vraiment une analyse in concreto de l'arrêt. Est-ce que les juges ont bien rempli ces deux conditions? Donc, tout d'abord, le juge rappelle que la Cour d'appel a constaté, d'une part, que si la lettre adressée le 25 juillet 2017 aux salariés ne faisait pas référence à l'article L1222-6 du Code du travail, elle précisait que la modification du contrat de travail proposé était motivée par une réorganisation en cours, comportant la redéfinition des périmètres commerciaux des VRP, ayant pour objectif de préserver la compétitivité de l'activité commerciale afin de dynamiser les ventes et d'améliorer la situation économique de la société. D'autre part, qu'elle indiquait que le salarié disposait d'un délai de réflexion d'un mois à compter de la date de présentation, silence valant acceptation. Donc, on a le contenu de la lettre. Ce qui est intéressant, c'est que la Cour de cassation précise, elle en a exactement déduit que cette lettre s'analysait comme une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique et que la société pouvait donc se prévaloir du refus du salarié. Ici, on voit que les deux conditions qu'on a vues dans la première espèce et dans la deuxième espèce sont rempli. Et donc finalement, ça pose quelques questions. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet arrêt? Eh bien, est-ce que la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique joue uniquement
lorsque la motive repose sur un élément non inhérent à la personne du salarié, ou spécifiquement pour un des éléments de l'article L1233-3 du Code du travail. Et c'est vraiment l'intérêt de cet arrêt-là, c'est de comprendre que elle ne s'applique pas pour un motif non inhérent à la personne du salarié, mais bien spécifiquement pour un motif économique. Et il y avait, on va dire, un petit peu une balance jurisprudentielle qui n'était pas très claire et cette clarification était nécessaire. Par ailleurs, il y a un autre élément qui est important, c'est qu'on pourrait penser que le juge va alors vérifier la réalité comment dire, de la cause économique. Et on le voit dans la troisième espèce, ce n'est pas le cas. Le juge fait un contrôle formel. Est-ce que dans la lettre, je retrouve bien ces deux éléments-là? La cause économique, ce n'est pas ce que le juge vérifie. Il vérifie uniquement que l'information faite au salarié est claire et donc s'assurer que la proposition de l'employeur se révèle suffisamment précise pour permettre au salarié de prendre position sur l'offre qui lui est faite en mesurant les conséquences de ses choix. Donc ça, c'était un point qui était important parce que justement sur la modification pour motif économique, j'avais abordé la question l'année dernière et enfin, j'avais fini mon intervention en disant, bon, bah, c'est pas clair, on ne sait pas trop où on voit que c'est fluctuant, ça peut être parfois dans le sens du salarié, parfois pas. Donc là, a priori, la position est quand même un petit peu plus claire et un peu plus étayée. Au-delà du motif économique, on va aussi s'intéresser au reclassement. Et là, on va voir plusieurs arrêts justement sur cette question du reclassement. Alors, le premier arrêt, c'est un arrêt qui porte sur la spécialisation et le secteur. Il s'agissait d'une entreprise qui était divisée en 5 spécialisations. C'était une entreprise qui devait être plus ou moins dans la pharmaceutique. On n'a pas le détail, mais on voit qu'elle a de la cosmétique, elle a du développement scientifique, etc. Et en fait, elle ne veut pas proposer du reclassement à un salarié sur un de ces secteurs en disant, mais non, non, ça, ce secteur-là, il est très spécifique. Et en fait, la Cour d'appel a fait une appréciation, vraiment une concreto, elle est allée chercher sur les sites internet, sur la communication de l'entreprise, où oui, là, ils apportent une spécification, mais finalement, dans la pratique, ce sont les mêmes systèmes de production, ce sont les mêmes types de machines. Et donc, la Cour de cassation indique, la Cour d'appel a pu déduire, grâce à un faisceau d'indices, que le reclassement devait être proposé dans différentes entreprises et que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'une spécialisation. Lorsque l'employeur a proposé une modification du contrat pour motif économique, on voit aussi que, il ne peut pas présumer de la volonté du salarié, il doit quand même proposer tous les emplois disponibles. Là, vous allez voir, j'ai trouvé que cette décision est un petit peu surprenante. Dans les faits, l'employeur propose une modification de contrat de travail que la salariée refuse et le contrat est rompu via un contrat de sécurisation professionnelle. Et la salariée va demander des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse parce qu'on ne lui a pas fait de proposition de reclassement. La Cour d'appel estime que l'obligation de reclassement est remplie puisque le poste a été refusé dans le cadre de la modification du contrat de travail. Et la Cour de cassation a une approche très sévère et très classique de l'application du texte, puisqu'elle dit que non, le reclassement doit être fait quand même. L'employeur est tenu de proposer aux salariés dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé et de les refuser. En conséquence, le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail pour motif économique ne dispense pas l'employeur de lui proposer le même poste dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement. Cette décision, alors elle peut sembler sévère pour l'employeur, en revanche, elle est tout à fait logique d'un point de vue du salarié, puisque, on le sait, de refuser un poste dans le cadre d'une modification du contrat de travail pour le salarié, c'est pas la même approche que de le refuser dans le cadre d'un licenciement. Donc finalement, la décision est assez classique et assez logique. En tout cas, en droit du travail, ça ne nous surprend pas tellement. Autre contrat
Quand le salarié a refusé une modification de son contrat de travail, on l'a compris, il va être licencié pour motif économique. Et là, c'était un arrêt qui portait sur le versement du salaire pendant la période de reclassement, un rappel qui a été nécessaire. Donc, le salarié refuse la modification de son contrat de travail. Là, c'est des préconisations du médecin du travail. Donc, le médecin du travail indique qu'il peut avoir une modification de son contrat de travail. Le salarié refuse cette modification. Et l'employeur fait quelque chose qui est quand même un petit peu surprenant. Il dit, bah, puisque vous travaillez, je ne vous verse pas de salaire en attendant de vous licencier. Et la cour d'appel va aller dans ce sens-là et va dire, bah oui, il n'a pas travaillé, donc on ne verse pas de salaire. Et la cour de cassation rappelle que non, là on est dans une application spécifique du reclassement. L'employeur ne peut unilatéralement imposer au salarié une durée de travail à temps partiel et procéder en conséquence à la diminution de sa rémunération sans son accord. Là, en l'espèce, le travail, la modification du contrat de travail portait sur le passage d'un temps plein à un temps partiel. Évidemment, on touche à un élément essentiel, même si on ne dit plus ça comme ça sur la modification du contrat de travail. Donc le salarié est en droit de refuser, et s'il refuse, l'employeur doit le licencier s'il ne peut pas le garder, puisque c'est le cas avec l'inaptitude, mais il ne peut pas dire, bon ben dans ces cas-là, je ne vous paye pas. Et c'est tout à fait normal. On n'oublie pas que le contrat de travail, c'est issu du droit civil. On ne peut pas changer les informations aussi facilement que ça. Dernier arrêt sur le reclassement, donc suite à une proposition de modification du contrat de travail, le salarié refuse deux postes et l'employeur tente de dire que le salarié est finalement déloyal parce qu'il a refusé deux modifications de poste. Alors, on sait que derrière, il y a un enjeu procédural. Quand c'est une inaptitude professionnelle, lorsque le salarié doit être licencié, les indemnités de salaire sont doublées. Elles ne seront pas doublées si l'employeur peut prouver une déloyauté du salarié. Donc clairement, l'employeur est allé sur ce terrain-là. Et voilà, c'est très compliqué de prouver une déloyauté, et encore heureux. Et donc, le salarié a refusé deux propositions de poste. La Cour de cassation comme la Cour d'appel ont indiqué que ce n'était pas suffisant de la part de l'employeur pour invoquer une déloyauté du salarié. Ces arrêts sur le reclassement sont pas, comment dire, on n'est pas sur des revirements. Par contre, je trouve que c'est important de venir rappeler certaines applications. Ils étaient très clairs, donc je voulais prendre le temps de vous les présenter, surtout qu'ils font suite à des modifications du contrat. Donc ils étaient, à mon avis, assez pertinents. Je continue sur un arrêt qui est un peu plus surprenant et peut-être un petit peu moins connu, puisqu'on est sur l'application du droit du sport. Mais on va voir qu'on peut faire des extensions au droit du travail un petit peu plus classiques. Donc on est sur le terrain de la Convention collective nationale du sport. Je vous ai trouvé une belle image d'un footballeur qui est capable de faire des trucs avec un ballon que moi je ne peux pas faire personnellement. Et on est sur le domaine du foot. Donc, en l'espèce, il s'agit d'un joueur de foot qui est engagé en CDD en 2006. Et pour ceux qui s'y connaissent, en 2014, relégation en Ligue 2. Le club propose, du fait de la relégation, une diminution de salaire de 50%. Et le joueur va refuser cette diminution de 50% et proposer une diminution de son salaire à hauteur de 20%. Et le club estime que c'est une raison pour laquelle il peut notifier une fin de contrat à la fin de la saison. En fait, il prend acte du refus du salarié pour rompre le contrat. Alors, en droit du travail, c'est inenvisageable, évidemment, dans le cadre de la Convention collective nationale du sport et plus précisément la charte de la Ligue du football professionnel qui a été requalifiée par la Cour de cassation comme une convention collective spéciale. Donc dans cette charte du football professionnel, il est indiqué que en cas de relégation, le club peut proposer une diminution de salaire à hauteur maximum de 20%. Excusez-moi, je vous ai dit convention collective spéciale, c'est sectoriel, excusez-moi le bon terme. Donc, voilà, on a les faits qui sont un peu particuliers pour un juriste de droit du travail. La Cour de cassation doit répondre à deux questions. La première, c'est est-ce que le club peut imposer une diminution de salaire à son joueur? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il pouvait faire du refus de cette dernière
une cause de prise d'acte. Alors, euh, normalement, ces questions ne posent pas de problème en droit du travail, hein, c'est non. Mais là, la difficulté vient qu'on a une convention collective qui le prévoit. Et après, l'idée, ça va être de faire une extension en se disant, mais si une convention collective un peu plus classique que la charte de ligue de football professionnel prévoit une modification qui peut s'imposer, quel est le raisonnement à suivre? Et vous allez voir, c'est ce qui est intéressant dans dans cet arrêt-là. Alors c'est pareil, hein, vous aurez le support, donc je ne vous relis pas les attendus à chaque fois. Ce qu'on retient, c'est que dans cette convention collective sectorielle, il est prévu des situations où on peut diminuer le salaire. La convention collective prévoit la possibilité de diminuer le salaire à hauteur de 20%. Donc finalement, la Cour de cassation aurait pu dire, bon bah non, 50% c'est trop, vous ne pouvez pas faire une prise d'acte parce qu'il a refusé 50%, puisque 20%, c'est ce que vous avez le droit de faire. Et finalement, elle n'est pas allée sur ce terrain-là. On comprend qu'elle a voulu élargir sa solution de façon à ce qu'on puisse faire des rapprochements avec d'autres arrêts et finalement poser la question de l'efficience de la règle posée par la convention collective. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce point-là? Euh, il faut savoir que c'est une jurisprudence qui est assez ancienne, enfin qui est assez ancienne. Euh, il y avait une solution de la Cour de cassation qui indiquait, depuis 2001, un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié et seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat. Finalement, il y avait une critique de la part de la doctrine qui disait que, comment dire, l'effet sur le contrat d'une norme qui le régit ne devrait pas, dans une terminologie rigoureuse, être exprimé en termes de modification. Parce que la modification du contrat, ça renvoie en droit, on va dire, à un concept particulier. Et là, il y avait un peu une... C'était pas le bon terme. Clairement, c'est ce qui était reproché. Et donc finalement, il y a un autre courant de la doctrine qui disait, mais il faut nuancer la terminologie et comprendre qu'un accord collectif ne peut porter atteinte à un élément du contrat de travail du salarié, et en ce sens, il ne peut l'altérer sans qu'il soit question à proprement parler d'une modification de ce contrat. Donc, cette réflexion sur la modification a amené la Cour de cassation à passer à une nouvelle expression, et c'est ce qu'on retrouve dans l'arrêt dont je vous ai parlé avec le footballeur. Il est maintenant indiqué, sauf disposition légale contraire, on va revenir sur cette expression, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié. Alors pourquoi sauf disposition légale contraire? C'est parce qu'entre 2001 et 2023, on a eu une articulation des normes qui a évolué, avec notamment ces questions d'ordre public. Puis alors l'articulation des normes, accord de broche, accord d'entreprise, on pourrait y passer plusieurs heures, je ne me lancerai pas là-dedans. Mais ce qui est important, c'est qu'il fallait envisager ces dispositions légales et sortir du terrain de la modification du contrat qui était finalement trop critiqué. Donc, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie que la résiliation judiciaire est interdite en cas de CDD, c'est confirmé par l'arrêt étudié, et c'est pas parce qu'une convention collective prévoit qu'une modification peut être faite qu'elle peut être imposée aux salariés. Là, c'était spécifique à la charte de ligue de football professionnel analysée par la Cour de cassation comme une convention collective sectorielle, mais on voit bien dans l'attendu, dans la solution de la Cour de cassation, que c'est une décision qui peut être étendue de manière générale et que si une convention collective un peu plus classique prévoit une modification du contrat, dans tous les cas, elle ne s'imposera pas aux salariés et l'employeur devra obtenir son accord express. J'ai terminé sur la modification du contrat. Je vais maintenant m'intéresser au télétravail. Alors, dans le télétravail, je vais m'intéresser au télétravail et au ticket restaurant parce qu'on a quand même une jurisprudence qui évoluait un peu et là, on a eu des arrêts qui sont venus étayer le sujet, en tout cas renforcer les décisions qui étaient faites. Je vais m'intéresser à la notion d'accident du télétravailleur
c'est le point sur lequel je vais passer un petit peu plus de temps, et un arrêt sur le reclassement en télétravail, qui est un peu particulier et qui a été confirmé par plusieurs arrêts de cour d'appel aussi. Alors, pour commencer, la question du fait de, enfin, l'octroi de titres restaurants à des salariés qui sont en télétravail. Les deux premières décisions, ce sont des décisions des tribunaux judiciaires de Nanterre et de Paris qui datent de 2021, qui avaient été un petit peu critiquées parce qu'elles semblaient antinomiques, en tout cas contraires. Finalement, elles ne l'étaient pas tant que ça, parce que la décision du TJ de Nanterre disait les tickets restaurants sont octroyés aux seuls salariés travaillant sur site, donc on n'en donne pas aux télétravailleurs. Et le tribunal judiciaire de Paris disait que, il condamnait l'employeur qui n'avait pas versé les tickets resto. Donc d'un premier abord, si on ne lit pas tout la décision des deux tribunaux judiciaires, on se dit bah ils sont pas d'accord entre eux, c'est pas pratique, comment on fait? Et finalement, en fait, elles n'étaient pas antinomiques parce que dans le premier cas à Nanterre, les tickets restaurants étaient donnés sous condition et les télétravailleurs ne remplissaient pas ces conditions-là. Tandis que dans le second cas, à Paris, tous les travailleurs avaient le droit au ticket resto, donc il n'y avait pas de raison de créer une inégalité de traitement avec les télétravailleurs. Donc finalement, on voit bien que c'est pas si antinomique que ça. Euh, je vous avais parlé l'année dernière d'un arrêt du Conseil d'État qui avait indiqué qu'il ne fallait pas rompre l'inégalité de traitement. Je ne rentre pas dans le détail. Moi, maintenant, je vais m'arrêter, je vais m'intéresser à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 avril 2024. On est dans un cadre un peu particulier. Alors, il y a eu d'autres arrêts qui ont eu des décisions similaires, mais je trouve que cet arrêt permet vraiment de bien illustrer le propos. Donc, j'aborderai pas l'arrêt du 23 novembre 2023 de la Cour d'appel de Versailles. Et on n'a pas encore, à ma connaissance, de solution de la Cour de cassation. Donc, dans l'arrêt du 4 avril 2024, ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise qui a connu beaucoup de fusions, beaucoup de, de transferts de contrats de travail. Et en fait, historiquement, les salariés n'ont pas les mêmes avantages. Certains ont des tickets resto, certains ont des frais pro et certains ont des cantines. Et donc, finalement, la décision de la Cour d'appel, elle est assez logique. Elle est de dire, bah, si le salarié sur site a un ticket resto, en télétravail, il doit avoir un ticket resto. Par contre, si le salarié, lorsqu'il est sur site, n'a pas de ticket resto, quand il est en télétravail, il n'en a pas non plus. Ce n'est pas le fait de passer en télétravail qui crée la possibilité d'avoir un ticket restaurant. Donc ça, on est en fait dans la confirmation des décisions qui ont été rendues pour l'instant. Petit aparté, parce que c'est un point important à avoir en tête, on pourrait dire, mais du coup, il y a une inégalité de traitement entre les salariés lorsqu'ils sont sur site. Non, parce qu'il y a une législation spécifique qui est l'article L1224-1 du Code du travail, et la jurisprudence est très claire en matière de transfert. Quand il y a des usages ou des engagements unilatéraux qui préexistaient au transfert, ça ne crée pas d'inégalité après. Donc voilà, ça c'était l'aparté, c'était pas le sujet. Mais toujours est-il que quand il y a l'octroi de tickets resto sous condition, donc là c'était suivant le site, c'est logique qu'après, entre les télétravailleurs, on ait des traitements différenciés, du coup qu'on ne qualifie pas d'inégalité de traitement, et ce que la Cour d'appel dit bien précisément, puisque finalement, ils ont déjà un traitement différencié sur site. Donc voilà, je voulais prendre le temps d'en parler parce qu'en fait, à chaque fois que je fais la formation, c'est un débat qui revient. Et là, ça y est, on a cette jurisprudence de cour d'appel qui continue d'aller dans ce sens-là. On peut trouver quelques arrêts de tribunaux judiciaires qui vont pas tout à fait dans le même sens, mais globalement, si on prend le plus de jurisprudence possible, il semble que ce soit la jurisprudence dominante. Et puis, bah, bien évidemment, on attend l'arrêt de cour de cassation. Deuxième point, je vais vous aborder la notion d'accident de travail en télétravail. Et donc, c'est intéressant parce que les arrêts que j'ai trouvés reprennent quasiment tout le temps le même raisonnement juridique. Ils rappellent la définition de l'accident de travail, article L411-1 du Code de la sécurité sociale, j'ai oublié un 1, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause. L'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit,
pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Une fois qu'ils ont rappelé cette définition-là, ils ajoutent l'article L 1222-9 du Code du travail qui pose une présomption pour le télétravailleur. L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale. Bon, bah, si on arrête à cette lecture-là, on se dit, il n'y a pas de problème, c'est un accident de travail. Ben non, non, c'est pas si simple, vous vous en doutiez, hein, vous commencez à connaître un petit peu le droit. Il y a plusieurs questions qui se posent et je vais essayer de balayer plusieurs arrêts qui ont été rendus cette année pour voir un petit peu comment les juges rendent leurs décisions. Alors, pour l'instant, c'est beaucoup des arrêts de cour d'appel encore parce que le télétravail s'étant massivement développé depuis le Covid, en fait, c'est là qu'on a le plus d'arrêts. Et puis, ils sont intéressants, ces arrêts de cour d'appel, parce qu'on est vraiment sur une décision in concreto. Je regarde ce qui s'est passé et je les trouvais vraiment bien pour pouvoir un petit peu avoir une batterie d'exemples de comment sont rendues les choses. Donc, le premier arrêt, c'est un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, une crise cardiaque. Une salariée fait une crise cardiaque pendant le télétravail, elle meurt. Elle était à la maison avec son mari qui la voit aller mal alors qu'elle était à son bureau. Il fait une attestation en ce sens-là. Il lui conseille d'aller se coucher. Quand il va la voir, il se rend compte que ça ne va pas du tout. Il appelle les pompiers qui constatent son décès. Et l'employeur fait une déclaration d'accident de travail. Euh, il ne remet pas en question que l'accident a eu lieu pendant le télétravail. Ce que l'employeur va faire, c'est qu'il va dire que au moment où elle décède, elle n'est plus sous la subordination. Et là, bien évidemment, la décision n'est, enfin, le pourvoi, les arguments, on ne dit pas les arguments du pourvoi en cour d'appel, excusez-moi, les arguments de l'employeur ne sont pas retenus puisqu'elle était en télétravail et que c'est très compliqué de faire retenir une cause étrangère, même si elle avait d'autres problèmes de santé. L'employeur n'arrive pas à prouver une cause totalement étrangère et donc l'accident de travail est retenu. Mais ce qui est parfois un peu compliqué, c'est qu'il faut qu'on puisse vérifier la réalité du travail salarié. Alors, là, enfin, la démarche de la Cour d'appel est vraiment très intéressante. D'abord, alors, je vous rappelle enfin, je vous explique les faits parce que sinon ça ne va pas être très clair. Donc, c'est une salariée qui fait un malaise après sa pause déjeuner. La CPAM refuse la prise en charge au titre de l'accident du travail. Ça va être confirmé par la Cour d'appel pour plusieurs raisons. On a vraiment la technique du faisceau d'indices. D'une, elle n'a pas rebadgé. De deux, on ne retrouve aucun élément qui prouve qu'elle a travaillé. Pas de tâches administratives, pas de communication particulière. Le seul argument que la salariée a, c'est de dire, mon fils m'a trouvé dans mon bureau. Et la Cour d'appel estime que c'est un argument qui n'est pas suffisant. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que là, on est vraiment dans une appréciation, une concreto, où la Cour d'appel va chercher des éléments très factuels. C'est la même démarche qui est faite dans le cadre d'une tentative du suicide, pour le cadre d'une tentative de suicide. Donc, en fait, c'est une salariée qui a été passée en télétravail à 100%. Et elle fait une tentative de suicide. Donc, une première fois, elle prend des médicaments, mais hors temps de télétravail. Elle est sauvée. La deuxième fois, donc c'est expliqué vraiment dans le détail par la cour d'appel, elle prend une surdose de Xanax et elle cherche à foncer dans le mur dans son parking souterrain. Et en fait, euh, bon, la cour d'appel, enfin la CPAM puis la cour d'appel refuse de prendre en charge la tentative de suicide au titre de la législation professionnelle parce que finalement la salariée n'arrive pas à prouver de lien avec le travail. Elle dit qu'elle souffre d'isolement, mais la cour d'appel ne retient pas cet argument-là parce que finalement la situation de télétravail à 100% est ancienne. Alors ça peut être un peu surprenant parce que justement, peut-être qu'elle a subi l'isolement parce que c'est depuis longtemps. En tout cas, c'est pas retenu par la cour d'appel. Elle demande à ses amis d'attester de sa surcharge de travail, mais ce n'est pas retenu non plus parce que finalement, a priori, les attestations sont trop vagues.
Et je pense que l'élément décisif, et en tout cas c'est vraiment ce point-là sur lequel insiste la Cour d'appel, c'est qu'elle laisse un dernier mail à un ami. Et en fait, dans ce mail-là, elle ne parle que de problèmes personnels et absolument pas de problèmes professionnels. Donc on voit bien que finalement, à chaque fois, la Cour d'appel va faire cette recherche, cette enquête vraiment, alors pas cette enquête, parce que c'est pas le terme dans ce cas-là, mais elle va aller faire cette analyse des différentes preuves de façon très précise. Il me reste encore deux arrêts sur ce point-là. Là, il s'agit d'une salariée qui n'arrive pas à prouver la date de son accident. Donc vous allez voir, c'est une affaire un petit peu particulière. Donc c'est une salariée qui se tord le genou en télétravail, en se levant de sa chaise. Elle indique qu'elle s'est blessée à son employeur dès le lendemain. Elle dit, bah, sur le moment, je pensais que ça allait, mais le lendemain, mon genou est très gonflé, j'ai très mal, je ne peux pas venir au travail. Ça, finalement, c'est pas tellement un problème, même quand vous êtes, enfin, finalement, on le sait, des fois, on se fait mal et puis on a mal le lendemain, ça n'empêche pas la reconnaissance de l'accident de travail. Par contre, le problème, c'est qu'il faut pouvoir prouver que la douleur, en l'occurrence la douleur au genou, est bien liée à un événement qui est survenu pendant le télétravail. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que elle donne une attestation de son mari qui indique l'avoir retrouvé en pleurs le soir, souffrant le martyre. C'est vraiment les termes utilisés. Mais elle n'est allée voir son médecin que 3 jours après, alors que le lendemain, la médecin pouvait la recevoir. Les échanges par message avec ses collègues prouvent qu'elle rigole de son accident, donc elle ne semble pas souffrir le martyre. Et en plus, dernier point, le médecin indique que la blessure date du 30 mars, alors qu'elle déclare à son employeur que la blessure date du 29 mars. Donc, bon, on s'en doute un petit peu, tous ces éléments font que la cour d'appel ne retient pas, mais on voit qu'on est toujours vraiment dans une application au détail pour pouvoir déterminer s'il y a eu accident pour le télétravailleur ou pas. Dernier arrêt, donc là qui va être reconnu comme accident de travail, donc ça arrive de temps en temps quand même. C'est une salariée, donc c'est une médecin du travail, qui a été accusée par son pool d'infirmières du travail d'être une manager absolument insupportable. Et la médecin du travail a un entretien téléphonique pendant une journée de télétravail avec sa directrice. L'entretien téléphonique se passe mal et elle va chercher à faire reconnaître un accident de travail. Donc finalement, il n'y a pas tellement de problème sur le fait que l'élément perturbateur, qui est l'entretien téléphonique, a lieu pendant le télétravail. Mais ce qui est contesté, c'est qu'un entretien téléphonique, ce n'est pas un accident de travail. Et ce qui fait que le salarié va pouvoir reconnaître comment, le côté accident de travail, le caractère professionnel de l'accident, excusez-moi, c'est que elle va aller voir son médecin qui va pouvoir reconnaître un choc post-traumatique. Il va constater une hypertension, de la tachycardie, une personne qui est en sueur. Tout ça fait que si l'entretien téléphonique en lui-même n'est pas un élément qui permet de reconnaître l'accident de travail, c'est la réaction très forte de la salariée qui le permet. C'était un point intéressant et je voulais vraiment vous en parler parce que finalement, la démarche à l'origine de la CPAM et du tribunal judiciaire, c'était de dire, ben non, en fait, c'est une maladie professionnelle, c'est un burn-out, mais c'est pas un accident de travail. Et donc voilà, je trouvais que l'arrêt était intéressant parce qu'il permettait de voir que à un instant, on a une réaction qui est très forte, qui permet de faire qualifier la situation comme un accident de travail. Je termine sur l'accident du télétravailleur et on va voir ensemble le dernier arrêt qui porte sur le reclassement. Euh, je vois Chemin qui lève la main. Est-ce que c'est possible que je termine juste sur cet arrêt-là et qu'on fasse les échanges ensemble après? Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. N'hésitez pas à relever la main après pour pas que j'oublie de faire l'échange. Donc concernant le reclassement, c'est le dernier arrêt. C'est la salariée d'une association qui est gérant d'un service de santé en travail qui va être déclarée inapte, enfin, qui va avoir besoin d'un reclassement partiel à son poste
préconisée par le médecin du travail. Et l'employeur dit qu'il n'a pas de poste pour elle. La salariée réfute ce licenciement en disant bah, dans l'écrit du médecin, il est indiqué que je peux passer en télétravail, donc vous devez me mettre en télétravail. Et c'est intéressant cet arrêt-là parce que l'employeur dit mais j'ai pas de poste en télétravail, on fait pas de télétravail dans notre entreprise, donc je vais pas vous créer un poste en télétravail. Et la Cour d'appel comme la Cour de cassation disent c'est pas parce que le télétravail n'est pas institué de manière générale, que ce soit avec un accord collectif ou avec une charte, que vous ne pouvez pas le mettre en place. Si le poste est télétravaillable, vous devez le faire spécifiquement pour le salarié pour favoriser le reclassement. Donc ça, je trouvais que c'était un arrêt qui était intéressant parce que finalement, la réaction de l'employeur, elle n'est pas totalement illogique. Elle peut dire, mais j'ai pas de télétravail, donc je peux en créer pour le salarié. Et là, la réponse est très claire. Ça a été repris plusieurs fois par des cours d'appel. Si le poste est télétravaillable, il doit bien être mis en télétravail. Merci de votre écoute.